Bonjour chers membres, j'espère que vous vous portez à merveille et que vous préparez convenablement et paisiblement vos examens. J'espère en tout cas que vous êtes en forme et que vous avez la pêche. Donc très bien, c'est pas facile, je comprends, mais gardez toujours espoir et soyez surtout positif et travaillez d'une manière intelligente. Allez hop, on y va aujourd'hui pour la linguistique S5. Où il y a ce gros pavé de c'est la GGT, la grammaire générative et transformationnelle de Chomsky. C'est surtout celle qui prend un grand poids dans cette linguistique-là, en plus des autres concepts des autres linguistes. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu une partie de l'examen, d'un examen avec quelques questions auxquelles on va essayer de répondre, mais aussi d'expliquer un petit peu pour qu'on va mélanger un petit peu exercice et cours, pour que vous puissiez comprendre avant de répondre aux questions. La casquette commerciale, c'est n'hésitez pas à devenir membre de la communauté. J'ai créé une communauté, comme je dis toujours, avec le bouton rejoindre. Ça va vous permettre aussi de m'aider à tenir cette chaîne-là. C'est symbolique, c'est seulement 1,8 € pour vous, ça ne coûte pas grand-chose, mais ça va soutenir la chaîne. Il y a des exercices corrigés et expliqués, mais il y a aussi des examens qui sont corrigés et expliqués. Et finalement, il y a un bouton merci pour les gens qui veulent donner à travers une vidéo si elle leur a plu et ils veulent faire une donation. Il y a un bouton merci juste en dessous de la vidéo. Voilà pour tout ce qui est commercial. On passe à l'examen. Alors, il y a un corpus. Qu'est-ce que la grammaire générative développée en vous appuyant sur des exemples? En quoi la grammaire générative de Chomsky est une continuité du structuralisme de Saussure, développée en expliquant les deux concepts. Quelle valeur ajoutée apporte Chomsky avec le concept de surface-profondeur? Justifiez votre réponse. En vous basant sur le principe d'ambiguïté, échafaudez un exemple avec l'arborescence selon Chomsky. Et finalement, opérer les transformations possibles sur les deux phrases suivantes. Tu l'as condamné pour toujours, ou bien l'humain est difficile à appréhender. Donc il y a une faute ici, à appréhender. Et ici, tu l'as condamné pour toujours. L', c'est avant AS. Bon, bref, ça, on le verra après. Concentrons-nous d'abord pour qu'est-ce que ce concept de la grammaire générative. Donc, est-ce que vous comprenez, est-ce que vous êtes capable d'écrire quelques lignes sur la grammaire générative et ce à quoi elle s'insinue. D'abord, il faut comprendre ce que ça veut dire, générer. Générer, c'est très important, s'il vous plaît. Vous devez comprendre ça. Vous devez savoir ce que ça veut dire, générer. Parce que si vous comprenez en matière étymologique, sur le plan explication plutôt, signification, vous allez pouvoir l'adapter à la grammaire. Donc, générer, c'est quoi? Générer, c'est pas plus simple que donner naissance à quelque chose qui n'existe pas. Donc, ça veut dire tu vas donner naissance à quelque chose qui n'existe pas. Un exemple, par exemple, j'ai pris un exemple ici. L'organisation de la Coupe du Monde va générer. L'organisation de la Coupe du Monde. Donc ça, c'est un événement qui va se produire. Lorsque vous l'organisez, ça va donner naissance à quoi? Ça va apporter à quoi? Quelque chose qui n'existe pas plus ou moins maintenant. Donc ça va générer quoi? Donc des choses auxquelles ils vont donner naissance. Ce sont des plus, si vous voulez. Et bien c'est ça, générer. Ça veut dire créer des choses en plus. Donner naissance à des choses en plus. Et donc, ça va générer de l'argent, puisqu'on va se faire quand même beaucoup d'argent, même si l'organisation elle-même non, mais le pays va se faire de l'argent. Ça va générer une multitude d'infrastructures. Il y aura plusieurs infrastructures, comme des stades, des hôpitaux, des parcs, des moyens de transport. Ça va générer aussi des touristes. Donc, vous avez l'habitude d'avoir un certain nombre de touristes, mais maintenant, vous allez avoir un plus de touristes. Donc le tourisme va connaître quand même une certaine prolifération. Il va progresser. Donc les trois, je vous ai pris juste un exemple, c'est regarder l'organisation de la Coupe du Monde et regarder les 3 points. Donc vous remarquez que l'organisation de la Coupe du Monde donnera naissance à de l'argent, des infrastructures, des touristes, développement du commerce, des moyens de transport. Donc, elle va générer beaucoup d'avantages. D'accord? C'est ça, générer.
Donc, si vous avez compris ça, vous pouvez simplement l'appliquer à, à la grammaire générative. Alors, la grammaire générative, ben, c'est tout simplement, il vous dit, elle est censée expliquer les règles d'une langue. Lorsque vous étudiez une langue, avec des règles, vous voulez poser des règles sur une langue, il va falloir que ces règles-là soient génératives. Ça veut dire qu'elles donnent naissance à autre chose. Quand je suis, par exemple, devant le chat boit le lait, donc je suis devant une phrase avec sujet, verbe, complément. Non. Mais cette phrase-là, quand j'explique les règles, comme quoi c'est un sujet, c'est un verbe, c'est un complément, il faut aussi voir quelles sont les possibilités que je puisse créer avec cette phrase, quelles sont les autres opportunités qui s'offrent à moi. Qu'est-ce que je peux faire cette phrase? Est-ce que je peux l'enrichir? Je peux l'améliorer? Je peux la rendre beaucoup plus compliquée, plus simple, différente, sans forcément sortir de chat, boit, lait. Chat, boit, lait. Oui, je peux faire par exemple le chat de mon voisin boit lentement le lait que j'ai laissé dans la cuisine. Donc voilà, à travers le chat boit son lait, j'arrive à enrichir cette phrase et à introduire par exemple un adverbe, à introduire une subordonnée relative et à introduire un complément de nom, de mon voisin. Donc vous voyez qu'à travers cette grammaire, la règle et la grammaire, quand vous étudiez une langue et que vous êtes sur par exemple une phrase, vous devez aussi offrir toutes les possibilités qui s'offrent et qui puissent aussi améliorer notre façon de voir la phrase. Excusez-moi. Alors, si vous avez compris ça, ben vous comprenez simplement que elle ne doit pas s'arrêter juste sur l'explication de la phrase, mais il faut qu'elle aille au-delà. Donc, je peux faire aussi le chat qui a un œil infecté boit le lait avec du café. Donc, le chat qui a un œil infecté boit le lait. On peut dire ça aussi. Vous pouvez apporter un pronom relatif avec une relative concernant le chat. Comme vous pouvez donner plus de détails sur le lait, par exemple, comme tout à l'heure, vous avez introduit que pronom relatif, vous pouvez ici introduire le café pour apporter plus de précision au chat. Donc, regardez avec une phrase. J'ai pris, ou elle m'a permis, ou plutôt je suis allé chercher comment je peux améliorer cette phrase. Pas forcément améliorer, comment je peux l'enrichir, comment je peux la dire différemment. Et donc, c'est ça les règles de la grammaire. Elle ne doit pas s'arrêter juste sur ce qu'il y a, mais il faut qu'elle arrive à générer autre phrase et donc autre règle de la grammaire. Je peux carrément inverser, moi. Je ne veux pas dire le chat boit le lait, je veux dire le lait est bu par le chat. Oui, c'est possible. Vous pouvez dans cette situation-là faire ça. Donc, c'est ça ce qu'il dit Chomsky avec la grammaire générative, c'est qu'elle doit être là pour pouvoir générer d'autres possibilités et non pas juste la possibilité que nous avons sous les yeux. D'accord? Donc, générer, c'est ça la signification et j'espère que vous serez en mesure de l'expliquer. C'est pour ça que je vous ai expliqué le mot, qu'est-ce que ça veut dire génératif, génératif. Alors que, à votre avis, pourquoi il dit tout ça? Eh bien, indirectement, il est en train de dire, moi je ne suis pas pour le structuralisme, parce que le structuralisme, il regarde juste la phrase et il t'explique la phrase, qu'elle soit cohérente, qu'elle soit sensée. Du moment qu'elle est grammaticale, il va essayer de la rendre grammaticale. Ça veut dire quoi? Il va essayer de vous dire, non, c'est faux ici, c'est correct là, il faut que ce soit le sujet plus le verbe. Si tu veux faire boit lait, non, il ne faut pas dire le chat boit lait, il faut ajouter un article, puisque c'est un nom, il faut lui mettre un article, le ou bien un. Donc c'est sur ça qu'il s'arrête, c'est tout. Le chat, c'est le sujet du verbe boire. Et boire, c'est un verbe du troisième groupe. Et le lait, c'est un nom. Ici, il a la fonction de COD. C'est tout. Donc il ne va pas aller plus loin pour vous dire quoi. Mais vous pouvez aussi faire le chat qui boit le lait. Ou bien le chat qui a un œil infecté. Ou bien il va vous dire, mais vous pouvez l'écrire d'une autre manière. La voix passive, le lait est bu par le chat. Donc, plus vous creusez, plus vous donnez beaucoup plus d'importance à la phrase et vous l'explicitez d'une manière beaucoup plus pertinente. Et donc, c'est ça ce qui veut dire Chomsky par la grammaire générative. Elle ne doit pas être statique, standard. Tu classifies et tu
tu analyses, tu observes, après tu analyses les relations entre chacun des mots, et puis après tu les classifies. Voilà la classe grammaticale du chat, voilà la classe grammaticale de bois, voilà la classe grammaticale de nez. Non. J'espère que vous avez compris un petit peu quelle est la différence et ce qu'il faut, dire par rapport à, ce qu'il faut dire par rapport à la grammaire générative. C'est très important. Vous allez voir par la suite que ça apporte beaucoup de nouveautés par rapport au structuralisme. D'accord? Allez, on y va. C'est quoi la deuxième question? Quelle est la valeur ajoutée? Quelle valeur ajoutée? Quel c'est son apostrophe? Quelle valeur ajoutée apporte Chomsky avec le concept de quoi? Surface profondeur. Surface profondeur. D'accord? Surface profondeur. Donc ici, c'est aussi la même question qu'on a dit tout à l'heure, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées. Lorsque vous parlez de profondeur et de surface, c'est comme ce qu'on dit, ce qu'a dit tout à l'heure Chomsky sur la phrase. Elle doit être beaucoup plus riche, elle doit m'ouvrir les portes pour pouvoir créer, et je ne dois pas m'arrêter juste sur la phrase elle-même. Et bien, cette phrase elle-même, lui, il l'a tout simplement considérée comme la surface, plus ou moins. Il l'a considérée comme la surface. Donc, le chat boit le lait, cette phrase-là, lui, il te dit, ça c'est juste la surface. Mais si tu creuses un petit peu et tu vas aller chercher au fond, tu vas trouver qu'il y a beaucoup plus de possibilités. C'est exactement les possibilités qu'on a vues tout à l'heure. Donc, il te dit, il ne faut pas s'arrêter sur la surface. Il ne faut pas s'arrêter sur la surface. C'est trop facile de se limiter, de se limiter à ce qui est plutôt vu. Mais il faut aller chercher, est-ce qu'il y a d'autres possibilités de faire ou d'opérer des changements ou de la richesse à apporter pour pouvoir élargir un petit peu la phrase. Parce que l'être humain, il est capable de faire beaucoup de choses, parce qu'il revient surtout sur cette notion qu'il te dit l'être humain, il a le langage inné. Dès qu'il est né, il est capable de faire des phrases, il est capable de construire des phrases, même s'il ne les a pas entendues. Pourquoi toi, tu te limites juste à la phrase que tu lui expliques? Donne-lui d'autres possibilités. Tu ne vas pas attendre à chaque fois jusqu'à ce que tu tombes sur la phrase passive pour lui expliquer passive. Et lorsque tu tombes sur une phrase complexe avec une subordonnée, tu lui expliques. Non, à partir juste d'une phrase sujet, verbe, complément, vous pouvez lui proposer. Vous pouvez proposer plusieurs opportunités, plusieurs autres alternatives, tout en restant bien sûr dans le sens dans le sens de la phrase. Il est contre la taxonomie. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la taxonomie. C'est cette méthode structuraliste qui veut que vous regardez, vous observez, analysez et classifiez. Tu observes, tu analyses les relations entre les mots, et puis par la suite, tu fais une classification. Il trouve que c'est vraiment standard. Donc c'est pour ça qu'il te dit qu'il faut aller au fond. Il faut qu'elle génère, pour qu'elle donne l'essence, pour qu'elle me propose d'autres phrases comme ce que je vous montre ici, avec 3 propositions tirées de la même phrase, alors que c'est le même sens. Juste, je les ai rendues un petit peu plus riches. Nous avons pu aller creuser un petit peu. Et c'est ça ce qu'il appelle, lui, le concept de surface-profondeur. C'est qu'il ne faut pas s'arrêter juste sur la surface comme font les structuralistes, mais il faut aller chercher en profondeur. Et parfois, vous allez même trouver que la surface n'est pas si claire que ça. Parfois, nous allons voir tout à l'heure le concept d'ambiguïté. Quand vous étudiez la surface, vous ne cherchez pas à expliquer aux gens est-ce que c'est possible, est-ce que c'est pas possible. Comme l'oiseau a pris un taxi. Franchement, le structuraliste, il va te dire sujet, verbe, complément. Mais il te dit non, il faut qu'elle aille au niveau sémantique, au sens. Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça n'a pas de sens? Est-ce que c'est possible de dire ça comme ça? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de pas clair? Est-ce que la personne peut ne pas comprendre ça d'une manière, peut ne pas confondre un petit peu le vrai sens de la phrase? Bref, vous avez compris que
Ce qui veut dire par surface profondeur, c'est que ne vous arrêtez pas sur la phrase, elle n'est que surface. Allez chercher qu'est-ce qu'il y a en profondeur, qu'est-ce qu'on peut tirer de cette même phrase, quelles sont les différentes possibilités qu'on peut créer, les différentes modalités, et même au niveau sémantique et compréhension, est-ce qu'on ne peut pas la comprendre différemment, est-ce qu'on ne peut pas modifier la compréhension de la phrase en ajoutant un mot par-ci ou un mot par-là. Donc, ce qui revient à dire que la réponse à la question surface profondeur, c'est tout simplement ce qu'on a. Il ne faut pas, comme je vous ai dit, je vous laisse tranquillement lire le petit texte. Vous pouvez aussi appuyer ça avec un exemple, mais il revient à dire la même chose. Ne vous arrêtez pas sur ce que vous voyez, la phrase simplement, mais allez chercher en profondeur quelles sont les possibilités qu'offre cette même phrase. Quelles sont les différentes possibilités avec mes règles de grammaire. Qu'est-ce que je peux apporter pour enrichir cette phrase, voire l'élargir encore plus, et ainsi de suite. Donc c'est ça ce qu'il insinue par de la surface, on passe à la profondeur, ça veut dire on descend tout au fond. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? En quoi la grammaire générative de Chomsky est une continuité du structuralisme de Saussure? Bon, je vous ai déjà expliqué structuralisme. Le structuralisme, c'est que Saussure, pour comprendre le concept, s'il vous plaît. Il y a déjà une vidéo linguistique S4 sur Saussure, allez la voir. Il y a une vidéo S4 sur le Saussure, allez la voir. Vous allez comprendre, c'est beaucoup plus détaillé. Ici, je vous dis juste d'une manière brève et rapide. Le structuralisme, avant de vous afficher le texte, s'il vous plaît, écoutez-moi. Vous allez avoir le texte écrit. Structuralisme. Saussure, il te dit, bon, vous avez compris ce que ça veut dire générative, on l'a expliqué, on ne va pas revenir là-dessus. Mais structuralisme, Saussure, il te dit, la phrase, c'est comme une structure. La langue, ce sont un ensemble de phrases. Et c'est quoi la phrase? Ou bien l'énoncé? C'est un ensemble de mots. Pourquoi il appelle structure? Parce que structure, c'est un ensemble d'éléments liés entre eux. Une structure, c'est un ensemble d'éléments liés entre eux. Donc, il te dit, la phrase, elle est comme une structure composée de plusieurs éléments. Et donc, ici, ce sont des mots qui sont combinés entre eux. Ça veut dire qu'ils ont des relations entre eux et qui permettent d'offrir un énoncé, dire quelque chose. Ça y est, il ne s'arrête pas. C'est ça ce qu'il veut dire par le structuralisme. Donc, il explique la langue, dans toutes les langues presque, c'est universel. C'est un ensemble de mots qui sont structurés, donc ça veut dire liés entre eux, en respectant quelques règles, et dans le but d'apporter une certaine idée, ou bien d'exprimer une certaine notion, idée, ou ainsi de suite. Donc, voilà. Alors que Chomsky, lui, il dit, non... il faut aussi aller plus loin et enrichir cette phrase et lui apporter encore plus de possibilités pour ne pas s'arrêter juste sur la phrase et expliquer et classifier. Mais comme on a fait tout à l'heure, il faudrait qu'à travers cette phrase-là qui est surface, il faut que j'aille en profondeur et faire quelques combinaisons de plus qui n'existent pas. Le chat boit le lait, c'est juste sujet, verbe, complément, mais je peux aller carrément avec une subordonnée relative, rendre la phrase complexe. Je peux même faire une phrase passive. Il faut que je crée aussi d'autres possibilités avec d'autres règles. Donc, j'ai mis un exemple ici un petit peu qui fait rire, pardon. Quand je t'ai dit de pièces en combinaison entre elles et les classifier. Donc voilà, tu vas classifier. Le lion a acheté un tacos. Oh, toi, tu ne vas pas te casser la tête pour comprendre le sens et dire que c'est pas censé ou bien c'est du... Ce n'est pas ça n'a pas de sens, le chien a acheté un tacos. Lui, il va te dire sujet, verbe, complément. Donc, je caricature un petit peu, j'exagère, pardon. Mais c'est juste pour vous expliquer que le structuralisme, il reste juste sur la structure. En essayant de vous dire que voilà, donc c'est une structure, c'est un ensemble de mots combinés contre eux. Alors que Chomsky, il vient apporter cette notion que non, elle doit être générative. Donc déjà, elle doit dire aussi, est-ce que c'est possible qu'elle achète un tacos?
premièrement. Mais aussi, elle doit dire que c'est possible que tu dises le lion. Le lion, ça veut dire le lion qui est mon père, le lion qui est mon frère, qui est mon frère. Ça veut dire on le nomme le lion. A acheté un tacos sans sauce. Tu peux vraiment apporter beaucoup plus de richesse, mais en même temps, tu exploites la grammaire. Tu exploites la grammaire. Donc c'est ça, c'est vraiment le souci de Chomsky, c'est qu'il te dit, oui, je suis d'accord, il y a un lien. Alors propose-moi tous les liens possibles. Pourquoi tu t'arrêtes juste sur ces liens qui sont en face de toi? Le chat boit le lait. Apporte-moi aussi la possibilité de pouvoir ajouter d'autres mots comme un pronom relatif, comme un complément de nom, et que la phrase deviendra beaucoup plus grande, beaucoup plus longue, beaucoup plus riche. Donc voilà un petit peu pourquoi c'est une continuité, parce que quand même, je suis désolé, mais Chomsky ne vient pas nier ce qu'a dit Saussure. Il confirme comme quoi la phrase est une structure qui est une forme de mots combinés entre eux pour pouvoir produire un énoncé. Donc lui, il ne dit pas le contraire, mais il te dit qu'il ne faut pas qu'elle s'arrête là. C'est simplement. Donc c'est pour ça, d'où la notion qu'elle est quand même dans la continuité de ce qu'a dit Saussure. C'est dans la continuité de ce qu'a dit Saussure. Voilà. Donc ça, c'est le même texte. Je ne vais pas être long pour vous, je vous dis merci. Pour maintenant, la prochaine vidéo, je vais continuer un peu plus avec le concept et l'arborescence de Chomsky, parce qu'il pose une question sur, la troisième question sera l'ambiguïté. Est-ce que vous êtes capable d'expliquer le concept d'ambiguïté? La quatrième question, c'est l'arborescence de la phrase. Tout en expliquant cette ambiguïté avec un arbre syntaxique, et puis par la suite opérer des transformations sur des phrases, parce que Chomsky aussi vient avec un concept de transformation, d'où grammaire générative et transformationnelle. Si vous avez besoin de cours en ligne, n'hésitez pas à me contacter. Je réponds sur WhatsApp concernant juste les formations, s'il vous plaît, en ligne, pas plus. Voilà. Donc, je ne vais pas être long. Je vous dis bye bye. Vous trouverez l'examen aussi.